Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, c'est le financement, la subvention de l'État pour le financement des activités des partis et formations politiques hors campagne électorale. Un chèque de 500 millions de francs CFA a été remis pour 6 partis politiques. Grève à la Sotraco, les agents dénoncent des licenciements abusifs et la mauvaise qualité des bus acquis. 11 avril 2011, 11 avril 2016, il y a 5 ans que l'ex-président Laurent Gbagbo a été arrêté dans son bunker à Cocody par des pro-Ouattara. Retour sur les faits dans ce journal. Débutons cette édition par les municipales 2016. Les procès concernant les différentes plaintes sur les contentieux des listes électorales déposées au tribunal administratif ont débuté depuis le 8 avril. Ce lundi matin, des plaintes ont été traitées. À la barre, les plaignants et les accusés se sont justifiés. Des détails dans ce reportage d'Ibrahim Zongo. Les tractations liées à la validation ou non des candidatures sujet de débat pour le municipal du 22 mai n'auraient duré que quelques 3 semaines. Les contentieux des listes électorales objet de plainte portées au tribunal administratif connaissent leur dénouement depuis le dimanche dernier. Ce lundi, à la barre, le Parti pour le développement est venu défendre son recours contre la CIA numéro 2 qui avait rejeté une de ses candidatures. Et c'est tout joyeux après avoir réussi sa défense qu'il s'explique. Pendant la validation, il y a un de nos militants qui s'appelle M. Tapsowa Evaris qui avait déposé un acte de naissance photocopie légalisé. Et la commission ad hoc de validation des candidatures a estimé que photocopie légalisée de l'acte de naissance n'est pas valable. Donc c'est à ce niveau-là, ils ont invalidé notre déclaration de candidature et nous nous sommes déplacés pour venir déposer un recours au niveau du tribunal administratif et l'examen a été fait devant vous et les droits étaient dit. Après lui, c'est au tour de la CENI de se défendre à la barre pour avoir invalidé la candidature d'un certain Salam Kaboré de la Coalition pour la République à la CIA numéro 8 de Ouagadougou. Et se fondant sur l'article 241 du Code électoral, la CENI réussit à obtenir le rejet du recours intenté par le sieur Kaboré. Comme vous l'avez suivi, nous avons été entendus et nous avons fait prévaloir les motivations profondes qui nous ont conduit, si vous voulez, à invalider le dossier du parti concerné, ou bien qui a conduit à la commission ad hoc de la CIA concernée à invalider le dossier. Comme nous l'avons fait comprendre, c'était lié à l'absence de la copie de la carte d'électeur dans le dossier du parti concerné. En plus de ce genre de manquement dont est victime la Coalition pour la République, il faut noter que plusieurs candidatures ont été invalidées, les candidats s'étant présentés dans plusieurs arrondissements ou sous la bannière de plusieurs partis politiques. Le MPP, le CDP, l'ANAFA, l'UNEPS, l'UPC et l'ADF-RDA ont reçu ce matin des mains du ministre en charge de la sécurité Simon Komporé une subvention de 500 millions de francs CFA. Ce financement reparti en fonction des suffrages obtenus à l'issue des législatives servira à financer les activités des partis et formations politiques hors campagne électorale. Le reportage d'Hassan Nakro. 500 millions de francs CFA pour 6 partis politiques, à savoir le CDP, le MPP, la NAFA, l'UNIRPS et l'UPC. Une somme qui servira à financer les activités des partis et formations politiques hors campagne électorale. Et c'est le ministre en charge de la sécurité et de l'administration territoriale, Simon Komporé, qui a procédé à cette remise de chèques. En rappel, c'est dans le but de permettre aux partis et formations politiques de remplir leur mission constitutionnelle d'animation de la vie politique, d'information et d'éducation du peuple, ainsi que de leur contribution à l'expression du suffrage, que le législateur burkinabé a, dès le début des années 2000, institué une subvention publique destinée à financer leur activité aussi bien de campagne électorale que hors campagne électorale. Pour les représentants de certains partis politiques comme l'UPC, cette somme servira à animer les activités du parti hors campagne.
Oui, ce chèque de 129 millions que l'UPC vient de prendre correspond justement à la subvention que l'État donne hors campagne. Ça veut dire que cet argent va servir aux investissements et au fonctionnement normal de l'UPC et hors campagne. Pour l'ancien parti au pouvoir, à savoir le CDPI, cette somme servira à la formation de ses militants, mais aussi à d'autres activités entrant dans le cadre du parti. Ce que nous venons de recevoir, c'est une subvention hors campagne. Cela va nous permettre, comme l'objet de la subvention l'a dit, d'animer la politique au niveau de nos militants, de faire en sorte que nos militants soient formés et faire en sorte que nous puissions préparer les élections qui vont venir. Il faut noter que pour obtenir cette subvention, il faut que le parti politique obtienne au moins 3% des suffrages exprimés aux élections législatives du 29 novembre 2015 et la répartition est fonction du taux de suffrage obtenu. Ainsi, le MPP a obtenu 218 500 000 francs CFA, suivi de l'UPC avec 129 300 000 francs CFA, le CDP 83 150 000 francs CFA, la NAFA vient en 4e position avec 26 150 000 francs CFA, suivi de l'UNIR PS avec 23 600 000 et l'ADF-RDA ferme la marche avec 19 300 000 francs CFA. Dans le cadre des municipales, les acteurs des médias se préparent pour la couverture du scrutin. L'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA, a initié ce matin une formation au profit des journalistes radio regroupés au sein du média Faso Média. Cette formation, prévue durer une semaine, sera axée sur plusieurs modules. Des détails avec Ibrahim Zongo. Après sa contribution fort remarquable à l'élection du 29 novembre 2015, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA, affûte déjà ses armes pour les municipales du 22 mai prochain. Elle a en effet initié une formation d'une semaine au profit des radios qui constituent le réseau Faso Média. Il faut dire que c'est une session d'échange d'expériences, de partage, à l'occasion de laquelle nous avons l'occasion de partager avec les collègues un certain nombre d'éléments pour bien couvrir ces élections-là. Il s'agit notamment de restituer les enjeux de ces élections municipales, le contexte dans lequel ces élections-là se tiennent. Il s'agit aussi pour nous de rappeler le rôle du journaliste dans cette période-là, de faire en sorte comment il faut amener les citoyens à bien voir leur rôle dans cette démocratie qui se dessine, et comment amener les populations à participer à cette démocratie-là et à connaître leur rôle et aussi à bien choisir ou à bien voter, à voter utile. Et pour que la couverture médiatique des municipales ait un impact direct sur la contribution de la population à la gestion de leurs communes respectives, plusieurs modules seront développés au profit des participants à cette formation. C'est un rappel de la déontologie et du comportement du journaliste à l'occasion des élections. Et il y a aussi, on aura l'occasion aussi de visionner des conférences que nous avons eues avec certains experts, notamment un juriste, Abdul Karim Sango, qui a parlé de la décentralisation de ces enjeux. Il y a aussi une communication avec un autre juriste qui parle des règles à ne pas franchir, des fautes, des limites à ne pas dépasser en termes juridiques dans le cadre des élections. Tous ces aspects seront traités de façon participative, de sorte à proposer une panoplie de sujets d'émission qui seront animés sur le réseau de Radio Faso Média avant, pendant et après la campagne. La suite de ce journal pour réconcilier les Burkinabés, l'association Calebasse d'Or a organisé hier une soirée d'hommage aux victimes de l'insurrection populaire, du putsch et des attaques terroristes du 15 janvier 2016. 37 trophées d'hommage, d'encouragement et de remerciements ont été décernés aux victimes et à des personnes morales. Le reportage de Mahmad Sangari. Ce sont au total 37 trophées d'hommage, d'encouragement et de remerciements que l'association Calebasse d'Or a décernés aux victimes de l'insurrection populaire, du putsch manqué et des attaques terroristes du 15 janvier dernier et des personnes morales qui ont soutenu le pays pendant ces tristes événements. La cérémonie de remise de ces trophées s'est tenue ce dimanche 10 avril 2016. Selon les organisateurs, au-delà des hommages rendus aux martyrs, cette soirée vise à réconcilier les Burkinabés. Moi, mon souhait que la paix revienne. Moi, mon souhait qu'on arrête de tirer. Je me suis dit justement une fois que tout ça s'arrête, je vais rendre grâce à Dieu.
je vais rendre hommage à ceux qui ont œuvré que la paix revienne au Burkina Faso. En réfléchissant, je me suis dit, ceux qui ont eu à contribuer ça, ce sont des vrais Burkinabés. C'est pour cela que l'idée est venue comme ça, c'est pour cela que bon, j'ai eu à réfléchir un peu. J'ai voulu faire ça depuis décembre. Comme les moyens ne permettent pas, Dieu merci, jusque-là, il y a le nouveau gouvernement qui est venu. Je profite cela pour dire merci vraiment à nos autorités qui ont accepté que nous organisons cette soirée. Pour le ministre en charge de la culture, cette initiative est à saluer, en ce sens qu'elle permet au peuple burkinabé de se remémorer les valeurs de ceux qui sont tombés pour la démocratie. C'est une cérémonie d'hommage à tous ceux qui se sont investis pour éviter à notre pays une dérive monarchique. C'est une cérémonie d'hommage à toutes les institutions, à toutes les personnes qui ont œuvré pour sauver la démocratie, pour sauver la liberté, pour sauver la République. Quant aux personnes distinguées au cours de la soirée, elles se disent honorées. Je dois dire que je suis très honoré de se voir décerner ce trophée de reconnaissance pour la contribution que l'Union européenne a apportée auprès du peuple burkinabé. Cette soirée a été organisée pour dire que la conscience du peuple burkinabé doit constamment rappeler les valeurs pour lesquelles ces personnes ont accepté de sacrifier leur vie. 716 000 francs ont été récoltés au cours de cette soirée d'hommage. Et selon Bourema Tendre-Bego, cette somme servira à organiser d'autres activités en faveur de ces victimes. Le lycée professionnel régional du Centre a été doté ce lundi en matière d'œuvres par le ministère en charge de l'éducation nationale. Une dotation jugée insuffisante par les responsables de l'établissement, suivant cet élément de l'Iradon Philippe Ada. Voici de la matière d'œuvre entre les mains du proviseur du lycée professionnel régional du Centre au profit des élèves des filières telles que la construction métallique, la menuiserie bois et la mécanique générale. Une remise symbolique qui a du sens. Effectivement, nous sommes à 2 mois des examens. Nous pouvons confirmer ici que le matériel va être livré. D'autres sont déjà, certaines matières déjà arrivées. Il y a d'autres matières qui sont en cours de livraison. À partir d'aujourd'hui, ce soir, même d'autres matières seront livrées. Et les jours à venir, nous espérons, et c'est sûr et certain que tous les matières seront livrées d'ici là. C'est pour nous une joie immense parce que c'est en quelque sorte une sorte de ouf de soulagement. Le fait de recevoir la matière d'œuvre, ça va nous permettre certainement d'essayer de rattraper le retard parce que, comme vous savez, on a accusé quand même pas mal de retard. Et je pense que les uns et les autres mettront tout en œuvre pour qu'on puisse rattraper le retard. Il y a aussi le préjudice causé par ce manque de matière d'œuvre, une situation déplorée par le premier responsable de ce label de formation professionnelle. On va essayer de rattraper le retard parce que c'est un grand retard qui est là. Il nous reste en gros moins de 2 mois avant les examens. Donc, la matière d'œuvre, l'important c'est que ça permet aux élèves de pouvoir pratiquer et d'être un peu plus opérationnels avant les examens. Après le lycée professionnel Yenenga la semaine dernière, ce lundi 11 avril, a été le tour du lycée professionnel régional du Centre d'être doté en matière d'œuvre, acte qui devrait apaiser la crise qui secoue les lycées publics professionnels ces derniers temps. Mais apparemment, le bout du tunnel semble encore loin. Et après la cérémonie officielle de remise de ces matières d'œuvre, notre reporter l'Iradon Philippe Ada a visité les ateliers du lycée professionnel régional du Centre. Le constat est loin d'être reluisant. Suivons. Au lycée professionnel régional du Centre, les choses ne semblent pas aller bien. C'est le moins que l'on puisse dire avec le constat fait ce matin du 11 avril dans un atelier du dit établissement. Les guides des lieux ont hâte de nous faire voir ce qui les a envoyés dans les rues depuis la semaine dernière. Vous voyez ça? C'est une guillotine. Ça c'est venu là. Ça fonctionne là, ça ne vaut même pas 5 mois. Ça, on a utilisé ça, ça ne vaut pas 3-5 mois comme ça. C'est cadeau. Je ne vais pas les parler. Ici, le matériel est vétuste, impossible de travailler avec. Ici, c'est le lieu où
et l'électrode devait sortir. Il n'y a pas d'électrode. La machine est gâtée. Idem dans cet autre atelier. Les machines sont vieilles et toujours des problèmes mécaniques. C'est des vieilles machines, les fabricants même ne les fabriquent plus, donc il n'y a pas de pièces de rechange. Ça fait au moins 15 ans que moi je suis là, mais bon, c'est toujours les mêmes machines et ailleurs, et on n'utilise plus ces machines. Un magasin rempli de ferraille, dirait-on, qui du moins ne sert plus à rien. De quoi raviver la tension chez les élèves qui entendent maintenir leur mot d'ordre de grève, jugeant insuffisante la dotation faite ce jour. En réalité, l'atelier de construction SM est devenu comme atelier de, comment je vais dire, ceux qui sont au bord de la voie qui shootent. Vous-même, vous avez visité et vous avez su. Et je crois que les uns et les autres, en voyant ce qui se passe dans l'atelier, comprendront pourquoi nous énervons. Au-delà, d'autres revendications demeurent et les élèves techniciens veulent en obtenir des résultats. Notamment la question des laboratoires, la question des bibliothèques, la question même du diplôme de l'enseignement technique au niveau des concours de la fonction publique, la question même des suites des filières et la question des sessions de remplacement. Il va falloir que le gouvernement se prononce sur ces questions-là. C'est ce que la souffrance que nous avons cumulée toutes ces années-là que nous sommes en train de déverser. Certes, ce 11 avril, les élèves ont battu le pavé, paralysant ainsi le lycée. Mais ceux-ci ont conscience qu'il faut préparer les examens qui arrivent à grands pas. Autre actualité, c'est la grève à la Sotraco. Tous les bus de la Sotraco sont à l'arrêt depuis plusieurs jours maintenant. Les agents de cette société de transport en commun de Ouagadougou sont en grève. Ils reprochent à leurs supérieurs de procéder à des licenciements abusifs de certains employés. À leurs revendications s'ajoutent les mauvaises qualités des bus acquis. Suivant ce reportage de Samba Kassile Traoré. Grains de thé, jeux de société et débats sur l'actualité nationale. Telles sont les activités actuelles des agents de la Sotraco qui sont en grève depuis le jeudi 7 avril passé. Ils reprochent entre autres à la direction générale d'avoir procédé à des licenciements abusifs et réclament le dédoiement de 4 véhicules actuellement stationnés à Ouaga Inter. La raison de notre mécontentement, c'est qu'il y a eu des licenciements abusifs au sein de notre société. Et pour cette raison, nous estimons que l'employeur est allé trop loin. Les bus de 2014 qui n'ont même pas fait un an et ces bus actuellement sont sur cale. Et les bus de 2015 qui sont venus, même pas une année, il y a déjà 7 ou 8 bus qui sont sur cale. Et si on veut voir, vraiment en tout cas c'est déplorant. Ces manifestants disent réclamer la restitution pure et simple de leurs collègues licenciés qui, selon eux, n'ont fait que décrier la mauvaise qualité des bus payés par la Sotraco. Quand vous achetez quelque chose de bonne qualité, est dû. C'est pas, je ne vais pas venir sur l'entretien, mais moi je me dis que ces bus, ces Jack, vraiment en tout cas c'est pas de la bonne qualité. Parce que pourquoi? Je vais revenir. Nous avons nos premiers bus. De nos premiers bus à la création de la Sotraco en 2003 étaient des Volvo. Et ces Volvo ont fait 10 ans. Aussi, ils se plaignent du fait qu'il n'y ait pas actuellement de communication entre eux et leurs supérieurs hiérarchiques qui, selon eux, refusent tout dialogue. Et depuis lors, nos supérieurs hiérarchiques ont refusé tout dialogue avec le personnel. À la date de jeudi 7 avril. C'est la CRS qui a remplacé nos supérieurs pour communiquer avec nous. Pour vous dire, depuis vendredi nuit, la CRS a veillé avec nous, en nous intimidant, en nous menaçant. Depuis le début de la manifestation, aucun bus Sotraco ne sillonne la ville de Ouagadougou et les agents de la Sotraco se disent décidés à continuer la grève jusqu'à avoir gain de cause. Direction Bobo Dioulasso, où la matinée a été particulièrement mouvementée à l'arrondissement 7 de la ville. Des manifestants venus des zones non loties du secteur 29 se sont rassemblés devant le conseil régional de Bobo. Ils revendiquent la démission de la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 7, Djene Sanou Salimata. Elle est accusée d'avoir fait des bornages de manière frauduleuse. Cette
Cette manifestation a été dispersée à travers des jets de gaz lacrymogènes et des courses-poursuites entre protestataires et forces de l'ordre. Une nouvelle société minière annonce son implantation au Burkina Faso, présente au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Endeavour Mining compte s'installer dans le pays avec un nouveau projet, la construction d'une mine d'or de Houndé. Les responsables du groupe ont été reçus ce matin en audience par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a également parlé coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République tchèque. Compte rendu, Cheikh Omar Bandaogo. Le domaine minier au Burkina Faso est en pleine expansion. Et ce 11 avril 2016, c'est un nouvel investisseur dans ce domaine qui est venu parler de son projet avec le président du Faso, Endeavour Mining. Déjà présente en Côte d'Ivoire, au Mali et au Ghana, la société s'implantera maintenant au Burkina Faso à travers le lancement de la construction de la mine de Houndé, qui sera probablement la plus grosse mine d'or au Burkina Faso. Endeavour Mining a racheté aussi ce mois-ci, est en cours de rachat de la mine de True Gold, la mine de Karma, qui démarre sa production cette année, ce mois-ci. Mine qui a d'ores et déjà investi 70 milliards de francs CFA. Deux projets qui représenteront pour Endeavour Mining un gros investissement, mais surtout de l'emploi en masse. Et les retombées seraient plus importantes pour l'État burkinabé. C'est une mine qui va représenter 200 milliards de francs CFA d'investissement, la création directe de 500 à 600 emplois et indirecte de 4 à 5 000 emplois. Par ailleurs, en termes de taxes et royalties, c'est entre 20 et 30 milliards de francs CFA que récoltera chaque année l'État burkinabé. Et donc au total, entre la mine de Karma et la mine de Houndé, c'est près de 300 milliards de francs CFA que le groupe Endeavour Mining investit sur 3 ans, donc à peu près 100 milliards de francs CFA par an, pour devenir d'ici début 2018 le premier producteur aurifère au Burkina Faso. Après les miniers, place à une forte délégation du gouvernement de la République tchèque. Au menu des discussions, la coopération entre les deux États. Nous avons parlé de coopération entre nos deux pays et principalement sur nos intérêts communs. La République tchèque, en tant que pays membre de l'Union européenne, est prête à vous accompagner dans vos réformes. Les travaux de la mine de Houndé seront lancés d'ici la fin du mois d'avril et s'étendront sur 18 mois. Son premier lingot d'or est prévu être produit avant la fin 2017. Quant à la mine de Karma, son premier produit est attendu pour cette fin de mois. En rappel, ces deux mines créeront 7 000 à 10 000 emplois. Les rangs des organisations de la société civile continuent de grossir. Un nouveau mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen, en abrégé Merci, vient de voir le jour. Face à la presse, ce matin, les responsables du mouvement ont donné leur lecture des actions posées durant les 100 jours de Roch Kaboré. Doumadiegel Rodrigue, reportage. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette première sortie médiatique du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen, Merci. Concernant les 100 premiers jours du président Roch, les Merci estiment que les acquis sont déjà à enregistrer. Je pense notamment à la gratuité des soins au niveau de l'enfant et de la mère. Donc déjà, nous apprécions cela. Au niveau de l'emploi des jeunes, on a entrepris au moins ça, on a lancé 4200 emplois en faveur des étudiants. Pour ce qui est de la corruption qui ne fait que gagner du terrain, le mouvement préconise la prise de mesures fortes. Malgré les réprobations et rejets du peuple, plusieurs affaires de corruption et de trafic d'influence défraient la chronique de notre pays. L'attribution de parcelles contre tous les principes de la gouvernance au détriment du citoyen. Cas de l'attribution du terrain de centre Murad à Bobo-Dioulasso par la délégation spéciale. En flagrant violation de ces attributions, à Ouagadougou, les cas de la Sonature. Passation de marchés publics douteux par le gouvernement de la transition en fin de mandat, portant sur des sommes faramineuses pendant que les contextes politiques et financiers dictaient la retenue. Tout en condamnant la vente illicite du carburant qui ne répond pas aux normes économiques,
Les merci interpellent les autorités à recadrer cette activité. Au niveau du mouvement, nous pensons que si le ministre doit aller sur des bases, c'était mieux de les organiser, même si c'est en des regroupements de 10-10, et ouvrir des stations à deux pompes. Je pense que ça pourrait résoudre un peu le problème. Lorsque nous quittons Ouagadougou, à un certain kilomètre, on ne peut plus avoir quand même du carburant, des stations. Promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et favoriser l'accès des populations aux services administratifs et sociaux de base sont les objectifs du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen. 11 avril 2011, 11 avril 2016, 5 ans aujourd'hui que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été délogé de sa résidence présidentielle à Cocody par les pro-Ouattara après la bataille d'Abidjan. Son arrestation a été l'un des éléments marquants la fin de la longue crise post-électorale de 2011. 5 ans après, pro-Gbagbo et pro-Ouattara peinent à désarmer leur cœur et à se réconcilier. Le récit est d'Hassan Nakrou. Jeunes comme les vieux, vous avez beaucoup de doutes sur ce qui nous est arrivé. Quand on veut passer d'un stade quasiment archaïque à un stade moderne, il y a un prix à payer. Il y a 5 ans, jour pour jour, que l'ex-président Laurent Gbagbo a été arrêté dans son bunker à Cocody et a été ensuite transféré à la Cour pénale internationale où il est en ce moment jugé pour crimes contre l'humanité. Depuis, la paix est revenue dans le pays, mais la question de la réconciliation demeure toujours, car le pays est divisé. Entre pro-Ouattara et pro-Gbagbo, les séquelles de la crise continuent, car les deux camps ne parlent toujours pas le même langage. Pour les pro-Gbagbo, la réconciliation semble ne pas avancer. La libération des prisonniers, la remise en état, la liberté d'expression et la liberté d'action piétinent toujours. Du côté des pro-Ouattara, les choses avancent, mais il y a un devoir de mémoire. Pour ces derniers, la réconciliation que prônent les pro-Gbagbo passe par la vérité, mais aussi par une histoire vraie de ce qui s'est passé. Et ce passé concerne les 5 mois de crise post-électorale difficile qui a coûté la vie à 3000 morts et près de 2 millions de déplacés au plus fort de la crise. Face à cette situation, la réconciliation reste un des défis du deuxième mandat d'Alassane Ouattara. Pendant ce temps, le jugement de Laurent Gbagbo est en cours au niveau de la Cour pénale internationale et sa femme Simone Gbagbo, elle attend son jugement en Côte d'Ivoire pour crimes contre l'humanité, mais les organisations des droits de l'homme déplorent qu'aucun membre de pro-Ouattara n'a encore été jugé, ce qui rend encore plus complexe cette triste histoire qu'a connue la Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal avec de l'économie. La Banque mondiale ne prévoit pas de rebond de la croissance avant 2017-2018 en Afrique subsaharienne. Dans un nouveau rapport, l'institution financière prévoit une croissance de plus 3,3% en Afrique subsaharienne en 2016 contre plus 3% en 2015. La région ne devrait pas retrouver le rythme atteint en 2014, soit plus 4,5% qu'à partir de 2017-2018 selon ce rapport. Et retour en Côte d'Ivoire où des heurts ont éclaté ce lundi entre étudiants et policiers à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les étudiants manifestaient pour revendiquer de meilleures conditions de vie et d'études et dénoncer la réquisition prochaine des résidences universitaires dans le cadre des prochains Jeux de la francophonie. On apprend également que les cours ont été bruyamment perturbés dans la quasi-totalité des écoles secondaires ce matin à Bouaké, dans le nord d'Abidjan. La raison, une grève des élèves qui manifestaient pour la libération d'une des leurs, arrêtée selon eux pour tricherie au BEPC.
Autre actualité, les dépouillements se poursuivent au Tchad au lendemain du vote pour la présidentielle. L'élection qui s'est déroulée dans le calme a toutefois été marquée par certains dysfonctionnements selon des observateurs. À ces irrégularités figure notamment la question du statut des électeurs dits nomades. Les résultats n'ont pas encore été publiés, mais déjà elles sont contestées par l'opposition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.burkineinfo.tv.